par Florence Sueur. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Bienvenue au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Florence Sueur au micro avec toujours Philippe à la technique bien sûr. Et vous pouvez nous retrouver en vidéo live via Facebook tout de suite, page bar de l'économie, on attend vos commentaires. Et puis après sur notre chaîne YouTube bar de l'économie, abonnez-vous. Alors le thème du jour est bien économie, tourisme, immobilier, prêt immobilier, solutions interactives numériques pour l'éducation. Et tout ça avec Philippe Sueur, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs, auditrices. Vous êtes le maire d'Enghien-les-Bains et vous êtes aussi président de l'ANET, l'Association des villes touristiques de France. Vous étiez la semaine dernière en réunion avec le nouveau secrétaire d'État au tourisme. On en parlera bien sûr tout à l'heure. Et puis on parlera de la situation. On parlera à savoir si vous allez continuer à faire des manifestations ou pas et comment. Voilà, puisque les maires en ce moment se posent des questions et se demandent comment ils vont faire pour malgré tout garder une vie sociale avec les habitants. À vos côtés, Franck Baruc, bonjour. Bonjour. Vous présidez Aratis, spécialisé dans les solutions numériques éducatives interactives destinées, comme je viens de le dire, à l'éducation pour les collectivités et les entreprises. À vos côtés, Guillaume Vacco, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes directeur général du réseau des 35 agences Crédissimo. Leur spécialité est bien courtier en prêt immobilier. On sera très intéressé de faire un état du marché de l'immobilier parce qu'on dit un peu tout et son contraire. Donc avec vous, on va tout savoir. Mais avant tout ça, bien comme d'habitude, le lundi, c'est le débrief sportif de Bruno Vigoureux. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. J'aurais tellement aimé vibrer ce week-end devant la télé. Retrouver ce petit frisson qui change tout, qui change votre journée, qui vous fait aimer encore un peu plus le sport. Alors oui, j'ai essayé de vibrer. Devant quoi? Le Tour de France. C'est vrai que l'occasion était belle avec une étape pour les costauds du peloton. Ceux qui en avaient plein les mollets avec cette arrivée au col du Grand Colombier après 17 km d'ascension. Mais non. Les prétendants à la victoire finale ont tous explosé les uns après les autres et ce Tour de France se résume, j'en ai peur, à un duel entre Slovènes avec Primož Roglič, le détenteur du maillot jaune, et son jeune et redoutable compatriote de 21 ans, Tadej Pogačar. Ces deux-là ne sont séparés que de 40 secondes au classement général, donc pas grand-chose, et pourtant, à une semaine de l'arrivée sur les Champs-Élysées, on sent Roglič tellement plus fort dans ce tour. Oui, c'est le Tour de France, le Tour de la France, mais en tout cas, pas le Tour des Français. Où sont-ils passés, nos champions? On savait depuis longtemps que Thibaut Pinot n'avait plus aucune chance après sa chute au tout début de l'épreuve. Il restait Romain Bardet, très bien classé au général. Mais hier, il a fait comme moi. Il a regardé le Tour devant sa télé. Et lui aussi est tombé en fin de semaine et a dû abandonner. Il y avait bien le jeune Guillaume Martin, mais il n'a pas encore le coffre pour rivaliser avec les meilleurs. Alors, lui aussi a perdu beaucoup trop de temps. Alors il y avait bien la Formule 1 pour se rattraper. La semaine dernière, le pilote français Pierre Gasly avait été flamboyant en remportant le Grand Prix d'Italie. Alors il y avait des raisons d'y croire de nouveau. Oui, sauf que Gasly a abandonné dès le premier tour, après un accrochage avec Max Verstappen. Pas de frisson sur le tour, rien sur le Grand Prix de Toscane. Alors j'ai choisi la facilité avec le golf. À l'Open du Portugal, le Français Julien Guerrier comptait 5 coups d'avance après les 2 premiers tours. En position donc idéale pour gérer et remporter une victoire qui lui tendait les bras. Mais déjà samedi, le Rochelet avait un coup de moins bien. Et hier, il a sombré pour finir à la 8e place. Et ces 5 coups d'avance se sont transformés en 7 coups de retard. Il y a des dimanches comme ça. Alors il y avait bien le match Paris Saint-Germain-Marseille. L'OM attendait une victoire contre Paris depuis 9 ans. Et là, le PSG qui s'était incliné à Lens jeudi 1-0 avec sa fausse équipe, a perdu hier avec sa vraie équipe sur le même score. Ce match disputé devant 5000 spectateurs au Parc des Princes aura surtout été marqué par un comportement lamentable des joueurs. À l'arrivée, écoutez bien, 5 cartons rouges, 14 cartons jaunes. Non, ce n'est vraiment pas ça le football qu'on aime. En rugby, un mot sur le Racing 92 qui est en tête du championnat après avoir remporté sa 2e victoire en autant de matchs, après avoir écrasé Montpellier 41-17. Enfin, cette nuit, la finale de l'US Open de tennis a offert un grand match. L'Autrichien Dominic Thiem s'est imposé en 5-7, c'est sa première victoire en Grand Chelem,
Et après avoir été mené 2-7 à rien, que son adversaire, l'Allemand Zverev, est servi pour le match à 5-3 dans la dernière manche. Après la disqualification de Djokovic, Thiem était le favori et il a tenu son rang avec cran. Le sport, c'est aussi ça, c'est la loi du plus fort. Il peut arriver que les meilleurs gagnent et ceux-là, on les appelle des champions. Et ceux-là me feront toujours vibrer. Au revoir Florence et à très vite. À très vite Bruno, merci beaucoup. Allez, on continue nos infos du jour avec une annonce, c'est vrai, l'économie n'est pas toujours gaie en ce moment. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a annoncé 345 plans de sauvegarde pour l'emploi, ce qu'on appelle les PSE, depuis mars, qui se comparent à 231 PSE sur la même période en 2019. Ça représente déjà 50 000 emplois qui sont en difficulté. La responsabilité de mon ministère est de s'assurer qu'il y a du dialogue social de qualité et de proposer aux entreprises tous les dispositifs qu'on a mis en place, notamment l'activité partielle de longue durée, a déclaré la ministre du Travail. Alors bien sûr, on sait que tout le secteur du textile, tout le secteur de l'électroménager, à part en fait l'alimentaire pendant le confinement, eh bien rien n'a fonctionné correctement. Alors on va demander à nos invités s'ils souhaitent commenter. Franck Baruch, avez-vous des difficultés de recrutement? Comment, ou au contraire, est-ce que ça s'améliore depuis quelques semaines? Alors en premier lieu, on a toujours eu des difficultés de recrutement, puisqu'on recherche un petit peu dans un spectre assez large, aussi bien des techniciens que des commerciaux, des logisticiens. Paradoxalement, aujourd'hui, depuis 2-3 mois, j'aurais plutôt une tendance à confirmer une simplicité dans notre une amélioration de la qualité des ceux CV, qui postulent. Tout à fait. Des gens qui postulent et qui correspondent davantage à notre besoin, des gens qui postulent et qui sont dans des domaines assez comparables, assez similaires aux nôtres, mais qui vont pas forcément très bien, notamment par exemple l'événementiel. Qui est complètement à l'arrêt. Qui est à l'arrêt et qui intègre des compétences dans l'audiovisuel, dans l'informatique, qui sont très proches de ceux dont on a besoin. Et là, au contraire, depuis 2-3 mois, ce que je peux observer, ce sont des candidatures de qualité, avec une forte expérience, et qui sont réellement soucieux de se présenter et de continuer leur carrière, qui ne veulent pas rester à l'arrêt, même s'ils sont au chômage partiel. Et donc là... Donc des gens qui ont envie de travailler et qui ne veulent pas rester au chômage. C'est tout à fait Ils prennent les devants, ils vous envoient des candidatures spontanées. On a les 2 cas. Alors jusqu'à là, au vu de la difficulté, j'ai commencé à faire appel à des cabinets, ça c'était il y a quelques mois. Là, je m'aperçois qu'en dehors des cabinets, même sur des canaux traditionnels, comme Pôle emploi ou des Indeed, enfin des sites relativement traditionnels, au contraire, là, il y a beaucoup de réponses, beaucoup plus qu'avant. Et donc, je ne sais pas, c'est pas eux qui prennent l'initiative de venir vers nous, mais en tout cas, ils répondent de façon massive à nos offres d'emploi. Et ça devrait se traduire dans les semaines, dans les mois à venir, par justement quelques postes, 4 ou 5 postes, aussi bien dans la partie technique que commerciale, pour une embauche en CDI. Voilà, donc c'est dit, chez vous, donc Franck Baruch, chez Aratis, il y a 4 ou 5 postes à pourvoir, et donc si vous passez une annonce, vous le faites donc sur LinkedIn, vous avez dit, et là on peut répondre directement sur votre page. C'est sur plusieurs réseaux, sur plusieurs canaux. Le premier, c'est effectivement LinkedIn, où là on a un certain nombre de contacts. On le fait aussi sur les sites traditionnels comme Indeed, on le fait aussi à travers l'APEC et à travers Pôle emploi. Et pour des postes bien pointus, dans lesquels on ne trouvera pas facilement, on peut, et on l'a fait pour la première fois, passer par un cabinet chasseur de tête. Quel est l'âge des candidats que vous recrutez? Alors, chez Aratis, c'est plutôt un âge relativement assez jeune. Je dirais que la tranche d'âge sur un peu plus de 20 personnes, c'est une trentaine d'années. Aujourd'hui, je peux très bien avoir des candidats de plus de 50 ans dans le commercial qui peuvent m'intéresser, parce qu'ils viennent réellement avec un bagage, avec une expertise et une compétence. Et on peut avoir des petits jeunes qui sortent de licence, maîtrise, de BTS et qui ont 23, 25, 24 ans. Mais là, vous me disiez, juste avant qu'on entre en studio, que vous recrutiez quelqu'un peut-être de 57 ans. Oui. Donc ça vous fait pas peur? Du tout. Contrairement à... Oui, c'est essentiellement le dynamisme, dynamique, positif. Ça, c'est les deux adjectifs qui reviennent constamment chez nous. S'il est là pour trouver des solutions, s'il est là pour dynamiser, apporter, donc c'est tout à fait... Enfin, c'est pas du tout rédhibitoire. Le fait d'avoir 57 ans, évidemment, on n'aura pas que des personnes de 55 ans, 57, et on n'aura pas non plus que des jeunes de 25 ans. L'idée, c'est de faire un mélange entre tout ça. Merci beaucoup, Franck Baruch, pour ce commentaire. Guillaume Vacon, on va vous poser la même question. L'emploi, ça se passe comment dans
le crédit immobilier en ce moment? Alors ça rejoint un petit peu France qui disait en fait on a beaucoup de mal à recruter donc depuis toujours. Nous par rapport à notre réseau on recherche en fait des salariés, donc des assistants d'agence et on recherche aussi des indépendants donc en tant que commercial. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit avec le Covid, avec ce qui s'est passé, beaucoup de gens se sont posés des questions, se sont remis en cause. Et c'est vrai qu'ils ont envie de travailler différemment. Ils ont envie de travailler pour eux, ils ont envie de prendre du temps pour eux. Et c'est vrai que par rapport au statut qu'on a mis en place, où les gens, il y a une souplesse, parce on bénéficie de la marque de l'enseigne Crédissimo. Mais par contre, on peut travailler de chez soi, on gère son emploi du temps. Et c'est vrai que c'est très en vogue. Et du coup, aujourd'hui, on a pas mal de demandes. Alors après, il y a tout type de demandes, mais on a beaucoup de demandes. Et on arrive sur un autre public. On arrive sur des personnes de plus de 40, 45 ans, 50 ans, des cadres. Qui ont envie de changer de vie, ont envie d'un renouveau. Et c'est vrai que ça leur a permis, ces derniers mois, ce qu'on a vécu, de réfléchir un petit peu à une autre façon de vivre. En fait. C'est-à-dire que vous voulez dire aussi que le métier d'indépendant ne fait plus peur? Voilà, c'est que le métier d'indépendant rentre en vogue. Alors, moi, ça fait 15 ans que je recrute. Quand j'expliquais ça il y a 15 ans, c'était limite de l'escroquerie. Voilà, en clair. Aujourd'hui, les gens connaissent, parce qu'il y a le statut d'auto-entrepreneur qui s'est développé et qui marche très très bien. Donc c'est un bon tremplin pour commencer, et on a tout type de profil, parce qu'on va du plus jeune à plus de 50 ans, 55 ans, on a une personne de 60 ans, donc on n'est pas fermé par rapport à ça. On cherche juste une personne qui est dynamique, qui est commerciale, et nous on prend à notre charge toutes les formations, parce que c'est un métier en fait réglementé. On y reviendra tout à l'heure si vous voulez bien. Merci Guillaume Bacon. Autre info du jour, c'est l'autorité française de la concurrence qui a infligé une amende record de 444 millions d'euros au laboratoire Novartis, Roche et Genentech, accusés de pratiques abusives pour préserver les ventes d'un médicament traitant de la DMLA, vous savez, la dégénérescence maculaire, au détriment d'un traitement concurrent moins cher. C'est la plus forte amende collective jamais donnée à des entreprises dans le domaine, bien sûr, de la santé. Alors, le Lucentis est un traitement de la DMLA, une maladie de la rétine liée à l'âge, développé par Genentech, qui a des liens capitalistiques avec les groupes Roche et Novartis. Toutefois, les médecins se sont rendus compte qu'un autre médicament de Genentech, toujours, l'anticancéreux Avastin, avait des effets positifs sur la DMLA et coûtait 30 fois moins élevé que le Lucentis. Effectivement, il vaut 30 à 40 euros contre 1161 euros pour le Lucentis. Donc voilà une sacrée économie. Autre info du jour, vous avez peut-être entendu parler cet été des tensions gréco-turques au sommet au cœur, du sommet présidé par Emmanuel Macron en Corse depuis jeudi dernier, qui s'est terminé hier par l'annonce de la Turquie qui a décidé finalement de retirer enfin ses bateaux dans la zone de la Grèce. Et alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la Turquie revendique le droit d'exploiter les gisements d'hydrocarbures et Athènes considère qu'il relève de sa souveraineté. D'ailleurs, cet été, la France est bien venue au secours de la Grèce après les violations par la Turquie de leur territoire maritime. Et puis, à la fois aussi de la Grèce et de Chypre. 2 fois, la France est intervenue à mi-juillet et au mois d'août. Je vous rappelle qu'Ankara avait envoyé le navire Oruk en Méditerranée, accompagné de 2 autres bateaux militaires. Alors, les ambitions gazières d'Ankara cachent le désir du président turc Erdogan d'annexer également les îles grecques, une crise qui date déjà de 1975. Le président turc remet en cause les traités de Lausanne qui avaient défini les frontières et le partage des eaux entre la Turquie et la Grèce. Un traité que d'ailleurs la Turquie n'a jamais signé et donc ne le reconnaît pas. Mais bon, Ankara a mis un terme à sa mission d'exploration et ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque je vous signale que tout ça c'est en préparation d'un sommet européen qui doit avoir lieu vers le 20-22 septembre prochain. Alors, autre info du jour, c'est dans le plan de relance. Vous vous souvenez que depuis la semaine dernière, je vous parle du plan de relance qui est proposé par le gouvernement et qui va se voter d'ici la fin de l'année et qui va être mis en place sur les 2 ans à venir. Là, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était dans la maîtrise et la diffusion du numérique, un dispositif nommé IA Booster qui va être lancé. Il s'agit d'un audit et d'un accompagnement des PME et ETI qui ont déjà acquis un premier niveau de maturité numérique, quel que soit leur secteur,
pour la mise en place de solutions d'intelligence artificielle, quel que soit le secteur d'activité, industrie, commerce ou tourisme. Si vous êtes des entreprises dans ce domaine, vous y aurez droit. Pour le secteur industriel, un soutien à l'ensemble des PME et des ETI qui souhaitent réaliser un investissement dans les technologies du futur, eh bien cette subvention sera opérée, notez bien, par l'Agence de services et de paiement, l'ASP, et se substituera au mécanisme de suramortissement fiscal. Il va donc falloir vous rapprocher de vos experts comptables. Vous pourrez par exemple investir dans des outils de robotisation, de fabrication additive ou carrément moderniser votre propre outil de production. Le coût, le financement, eh bien l'enveloppe prévue est de 400 millions d'euros, mais elle devrait être financée intégralement par des fonds européens. Autre info du jour, c'est LVMH qui envisage de poursuivre Tiffany & Co. après avoir déclaré qu'il se retirait de l'accord de rachat de Tiffany & Co. alors que Tiffany aussi a déclaré la semaine dernière poursuivre LVMH pour non-rachat. Alors pourquoi cette affaire ? Eh bien, dans un courrier censé rester confidentiel, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a demandé au conseil d'administration de LVMH mercredi dernier de différer l'acquisition de Tiffany au-delà du 6 janvier 2021. Je vous rappelle que cette proposition de rachat se montait à 14 milliards de dollars et cette lettre au nom de l'intérêt national, accessoirement aussi de se soustraire au paiement de pénalités de renoncement, souvent à 2,5% du montant de l'opération, car en fait, tout ça, cette lettre, c'est un coup de bol pour LVMH qui cherche en fait à rompre les fiançailles depuis juin dernier. La crise Covid est passée par là. La promise Tiffany n'a pas dégagé de résultats au premier semestre 2020. L'accord donc entre LVMH et Tiffany fait partie des nombreuses fusions et acquisitions qui ont déraillé dans le contexte de la pandémie du coronavirus. Et en fait, l'approche de la négociation commerciale tendue avec l'administration Trump fait craindre des droits de douane exorbitants pour les entreprises françaises, car l'administration américaine met une pression d'enfer pour faire échouer les derniers kilomètres du gazoduc Nord Stream 2 qui relie la Russie à l'Europe. Vous voyez, tout est lié. Vous voulez peut-être commenter, Philippe Sueur ? Non, on a là encore une démonstration de l'impérialisme économique américain. Le mot est un peu suranné, et on n'est pas là dans un anti-américanisme primaire, mais il faut constater que les États-Unis jouent toujours la carte du protectionnisme au détriment de leurs partenaires. Et l'affaire, la lettre qui a été envoyée par le ministre des Affaires étrangères, effectivement, est une lettre de mise en garde au regard des rétorsions de l'administration douanière et fiscale américaine. Il est évident que le luxe, puisque LVMH est une entreprise essentiellement productrice de biens de luxe, on aurait été atteint, bien sûr. Comme vous venez de le dire, ça arrange sans doute LVMH, mais ça n'a pas affecté le cours en bourse de cette action. Merci beaucoup Philippe Sueur. Alors on va terminer les infos du jour avec la nouvelle chronique économique, une chronique qui va être proposée une fois par mois par Christophe Rivet. Christophe Rivet, souvenez-vous, je l'avais interviewé avant l'été, c'est le patron de Dataloc, une entreprise du Val d'Oise, et il vous propose un sujet, on y va. Cette première chronique sera consacrée à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, la PEPA, dite également prime Macron, qui a été mise en place au départ pour 2019, mais qui a été reconduite en 2020 avec quelques modifications. Alors quel est le principe ? C'est une prime qui est salariale, donc destinée aux salariés, donc aux dirigeants, qui est exonérée de cotisations sociales, de CSG, CRDS et d'impôts sur le revenu, mais avec certaines caractéristiques. Quelles sont-elles ? D'abord, le montant exonéré de la prime est de 1 000 € de manière générale et 2 000 € pour les associations et fondations d'utilité publique. Si le montant de la prime est supérieur, bien évidemment, l'excédent est assujetti à cotisations et imposable dans les conditions habituelles. Pour les entreprises ayant signé un accord d'intéressement, la limite passe également à 2 000 €. Alors à noter qu'il existait une dérogation pour signer un intéressement d'une durée de 1 à 3 ans, mais cette dérogation a expiré le 31 août. On a là une démonstration un petit peu des incohérences qui émaillent parfois les décisions administratives, puisqu'on repousse la date de versement au 31 décembre, mais pas celle de la mise en place d'un accord dérogatoire qui reste fixé au 31 août. Ça viendra peut-être bientôt.
Il faut noter que l'exonération n'est pas liée au versement effectif d'une prime d'intéressement, ou simplement que l'accord d'intéressement soit applicable en 2020, même s'il ne couvre pas la totalité de l'année 2020. L'exonération, en plus d'une limite supérieure, n'est valable que pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC, appréciée sur 12 mois, proratisée en cas de temps partiel ou d'année incomplète. Il est nécessaire que le salarié soit lié par un contrat de travail à l'entreprise à la date de versement de la prime. La prime peut être versée jusqu'au 31 décembre 2020. Il faut noter que cette date a été prorogée pour la deuxième fois puisqu'elle devait être versée dans la dernière version du texte avant le 31 août 2020 et précédemment avant le 30 juin. Autre nouveauté, il n'est plus nécessaire que l'entreprise soit couverte par un accord d'intéressement, ce qui constituait une condition supplémentaire exigée en début d'année. Alors, une fois parlé du plafond maximum d'exonération, abordons maintenant le montant. Le montant de la prime PEPA est fixé par la décision unilatérale de l'employeur ou l'accord qui la met en place. Il peut être identique pour tous les bénéficiaires ou modulé, mais selon des critères limitativement énumérés. Rémunération, niveau de classification, durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail. Ces conditions s'apprécient sur les 12 mois précédant le versement de la prime. Le gouvernement a ajouté un nouveau critère qui permet de moduler le montant de la prime, c'est celui des conditions de travail liées à l'épidémie de Covid-19. Alors attention, la prime peut être modulée entre les salariés, comme on l'a vu, mais si elle est versée, d'une part, elle est versée pour tous les salariés de chaque établissement, encore une fois, sauf si on décide que ceux dont la rémunération dépasse le plafond ne peuvent y prétendre. Ceci dit, la mise en place de cette prime peut prévoir l'exclusion de tel ou tel établissement de l'entreprise. Enfin, quelques points particuliers, la prime exceptionnelle ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime conventionnelle prévue par la convention collective, par un accord salarial de branche ou par le contrat de travail. Et d'autre part, le montant de la prime ainsi que la modulation de son niveau entre les bénéficiaires fait l'objet d'une information préalablement à son versement au CSE ou, en l'absence de CSE, à l'ensemble de ses salariés. Voilà, la prime PEPA est ce que l'on pourrait appeler une prime intelligente, puisque versée dans des conditions claires, participant à l'augmentation du pouvoir d'achat et assortie de conditions vraiment préférentielles en matière d'exonération de charges sociales et d'impôts sur le revenu. Ouais. Voilà, c'était donc la prime PEPA proposée par Christophe Rivet, le patron de Datalogue. Alors c'est un petit peu complexe comme prime, donc si vous n'avez pas bien entendu tout ce qui vous a été dit, je vous invite à vous reconnecter sur notre chaîne YouTube. Nous mettrons la vidéo de cette émission cet après-midi en ligne sur YouTube. On va faire tout de suite une pause musicale et puis on revient avec nos 3 invités du jour. À tout de suite. Vous êtes sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. C'est toi. Alors, on va parler... Ça va, monsieur le maire ? Oui, Vous allez bien ? ouais, ça va. Ça va bien. Ça va, tout va bien. Tout est compliqué. Ouais, vous savez, être maire, c'est être confronté presque tous les jours à une difficulté. Vous ne connaissez pas la vie d'entrepreneur alors. C'est toutes les heures. Toutes les Un heures. mandat public, c'est tous les jours, il y a c'est un tout petit truc. Hein. Bon, c'est un tout petit ou c'est un vrai problème. Il peut être d'ordre matériel, il peut être d'ordre financier, il peut être d'ordre socio-économique, de tous les jours. D'un seul coup, vous avez une fuite de gaz qui quand même fait évacuer 60 pavillons. Le lendemain, vous avez des tonnes de poissons qui meurent sur le lac. Mais justement, on va parler du lac. On va commencer par ça, peut-être, par les fortes chaleurs et On n'a le plus lac. de recettes. Ouais. Voilà, moi j'ai un déficit de 6 millions, on perd de 6 millions. Sur un budget de fonctionnement de 41. C'est pas le même chiffre.
Une entreprise normale. Comme une entreprise, nous n'avons C'est pas pas- comme une entreprise. Pour défendre un peu l'entreprise, ben, monsieur le président, Non, mais c'est c'est que La table est dessus. l'inconvénient, enfin la difficulté, la différence notoire, je comprends tout à fait ce que dit monsieur le maire, c'est que l'avantage d'une mairie, elle ne travaille pas pour sa survie. Une entreprise, en plus d'avoir un déficit, si elle en a un, c'est sa survie qui est en jeu. Et c'est la grosse différence. C'est-à-dire que Moi, je suis pareil, je suis comme une entreprise. En gain. avec ce confort, enfin, entre En guillemets, avec- gain, nous ne sommes pas très nombreux en France, mais nous sommes là. Oui, mais ce que veut dire... Les deniers publics d'Anguin, les deniers publics, la fiscalité, c'est 4 400 000 sur un budget de 60 millions. Donc quand mes autres recettes tombent, c'est pas la fiscalité ni les dotations. J'ai pas de dotation d'État, zéro. J'ai plus de DGF. Donc je vis comme une entreprise. Je vais avec les recettes du casino, des parkings, les recettes du domaine, les recettes de l'activité économique. J'ai un chiffre d'affaires. En gain, c'est un chiffre d'affaires. Bah, tu vas nous répéter tout ça au micro, allez, on y c'est va. intéressant, Hein c'est sûr. C'est ça la grande histoire. On y retourne parce Ah, que bah, là, c'est bon. il est en train de faire l'émission avant. L'entreprise, elle est fragile. Attention. moi c'est sur la fragilité que je voulais mettre l'accent. Allez, nous voici de retour. Vous avez ça après cette jolie pause musicale. Aujourd'hui, nous parlons économie, prêt immobilier, solutions interactives numériques d'éducation avec Philippe Sueur, maire d'Anguin-les-Bains, Guillaume Vacon, directeur général du réseau Crédissimo, et Franck Baruc, président d'Aratis, tous du Val d'Oise d'ailleurs. Alors Philippe Sueur, on a commencé pendant cette pause musicale à parler hors antenne de la situation économique. Donc, est-ce que c'est la survie d'Anguin-les-Bains qui est en jeu malgré tout? Non, on n'en est pas là. On n'en est pas là parce que d'abord l'État intervient lourdement. Il peut le faire durant cette année 2020. Pourra-t-il le faire en 2021 si la crise sanitaire se déroule encore, en ralentissant donc à la fois la circulation des hommes et évidemment les chiffres d'affaires des entreprises de tourisme qui caractérisent Anguin-les-Bains. Par le confinement et un déconfinement extrêmement lent et très encadré, la première industrie française, on oublie de le dire, c'est le tourisme. On va y venir puisque la semaine dernière, vous étiez en rendez-vous avec le secrétaire d'État, le nouveau secrétaire d'État au tourisme. Mais avant, revenons sur les pertes en tant que maire, que vous envisagez pour l'année suite à cette Oui, bien crise sûr. Covid. Bien sûr, pour Anguin-les-Bains, c'est une perte de 6 millions d'euros. Anguin n'est pas une commune comme les autres. Nous ne vivons pas de recettes publiques, c'est-à-dire de la fiscalité ou de dotation de l'État. Anguin ne reçoit vraiment pas 1 euro de l'État. Pas 1 euro. Parce que Il n'y a pas de justement, il y DGF. avait suffisamment de Parce recettes. que nous sommes autosuffisants. On a monté un système, un écosystème économique qui se fonde sur le tourisme, le ludique et le culturel. Et il est évident que le casino représente les recettes les plus importantes. C'est la redevance sur les jeux, bien entendu. Ce sont les recettes domaniales. Nous avons aussi beaucoup de loyers. Ce sont les recettes qui viennent des parkings, puisque les parkings à Anguin sont des propriétés communales, certes exploitées par un prestataire. Mais quand le casino est fermé, il n'y a pas 1 euro qui tombe. L'exploitant, puisque nous sommes propriétaires des bâtiments, l'exploitant ne peut pas payer son loyer. Pour les parkings, alors je donne quand même un chiffre, c'est 400 000 euros de recettes mensuelles. Quand vous avez une circulation qui est totalement suspendue, il n'y a pas 1 euro qui tombe. Donc, nous avons là vécu une vraie différence avec nos communes voisines, qui, elles, la fiscalité, quoi qu'il en soit, était maintenue. La DGF de l'État, les 12e ont été versés. Donc, en quelque sorte, ils ont eu des dépenses exceptionnelles, mais ils n'ont pas eu, en principe, de perte de recettes directes. Nous avons eu des dépenses, comme toutes les communes, bien entendu, mais nous avons perdu nos recettes. Est-ce qu'on peut se réinscrire en tant que commune à une demande de DGF ou une Oui. fois? Nous essaierons, bien entendu, et je dois dire sur l'antenne que les services de l'État, donc de la direction départementale des finances publiques, a été particulièrement à l'écoute, vraiment à l'écoute. Nous sommes en Val d'Oise la première commune sinistrée en termes financiers. Nous sommes parmi les 7 communes françaises les plus sinistrées.
Cannes subit exactement le même sort parce que nous avons un écosystème qui est très proche, beaucoup plus gros que nous, bien entendu, et l'État a été très attentif parce que derrière, il y a des emplois, bien entendu. Quand vous pensez que le casino, rien que le fonctionnement du casino, c'est quelques 540 salariés, la station barrière à travers ses hôtels, le resort et ses restaurants, c'est un petit peu plus de 700 salariés. Bon, certes, ils ont été mis au chômage partiel, mais à un moment donné, se pose la question de la pérennité de l'emploi. Dans le cadre du déconfinement et de la distanciation, le casino a été rouvert, très tardivement, 22 juin, mais avec une capacité d'entrée qui est aujourd'hui de 55% de sa capacité ordinaire. Ce qui veut dire que le chiffre d'affaires s'en trouve imputé presque proportionnellement. Il y a un petit delta, les joueurs en quelque sorte produisent un petit peu plus que leur proportion de 55%, mais il y a une perte. Alors vous l'avez dit, vous êtes dans les secteurs finalement les plus sinistrés en dehors de l'aéronautique. C'est le tourisme et l'événementiel. Comment vous allez faire pour le futur? Les manifestations, on ne peut pas s'empêcher d'avoir... C'est la grande question. Vous pensez qu'en France, le tourisme, c'est 8% du PIB national. C'est 2 300 000 salariés. Lorsque les touristes, il y a deux tourismes, il y a un tourisme interne et il y a un tourisme international qui nous permet d'accueillir, ils ne sont pas là. Les étrangers ne sont pas là, bien entendu. Les stations qui étaient des stations estivales ont pu faire une belle saison, c'est vrai. Juillet-août, c'est bien déroulé dans des conditions sanitaires souvent très très bien respectées, d'autres certainement un petit peu moins. Mais on voit aujourd'hui, dans le cadre de mesures à nouveau plus serrées, ce qui se passe à Marseille, ce qui se passe donc dans 42 départements français, dont le Val d'Oise, qui revient donc département rouge. Il y aura forcément à nouveau des mesures de restriction et elles vont frapper, certes, le commerce de consommation, de restauration, mais elles vont frapper aussi l'hôtellerie. Elles frappent l'événementiel qui est lié souvent au tourisme, parce qu'il y a un événementiel qui est culturel, qui est local, mais il y a aussi un événementiel qui est extrêmement tourné vers le tourisme, sur les grands événements de l'été. Là, nous avons un déficit et une très grande inquiétude pour les professions. Mais alors justement, vous ne croyez pas qu'il va falloir s'habituer à vivre tout le temps avec son masque? Est-ce qu'on ne peut pas faire Est-ce que vous n'envisagez pas de refaire toutes les manifestations que vous faisiez, mais avec l'obligation du port du masque? Alors c'est bien là la question de fond. Je pense que d'autres gouvernements, comme les grands médecins et scientifiques, ont été assez surpris et dépourvus, en quelque sorte, des bons réflexes au départ. Et comme Edgar Morin, il n'est pas loin de son terme, mais il a encore un esprit, vient de dire, on a confondu le sécuritaire et le sanitaire. On a établi pendant plusieurs mois une sorte de médicocratie qui a refusé de voir en parallèle l'intérêt national. Donc la crise n'a pas été gérée politiquement, elle a été gérée essentiellement en termes médicaux, dans une cacophonie médicale par ailleurs. Vraie cacophonie. On a entendu tout et son contraire, effectivement. Entre les sommités qu'on considère, les sommités membres de l'Académie de médecine, le conseil scientifique, etc., se contredire. Bon, il y a là de quoi stresser la population. Alors ça, voilà, c'est la grande difficulté. Si on veut avoir une année 21, qui va être une année difficile, parce que d'abord une économie très abîmée qui va perdre du souffle, il faut qu'il y ait une politique, je veux dire une décision politique qui doit équilibrer entre le risque sanitaire et le risque de la ruine totale. Parce que s'il y a une ruine totale, c'est plus d'emploi. Ce n'est plus d'emploi. L'État qui a emprunté au-delà de ce qui est supportable. Nous sommes aujourd'hui à 120% de notre PIB en emprunt. Bon. Donc il faut que l'année 21 soit une année de choix politique avec une responsabilisation des Français, parce que là aussi il faut essayer d'éviter de tomber dans le délire. Alors, puisque vous me donnez la parole sur le risque économique, de ruine économique, je vais prendre l'exemple du Val d'Oise.
Nous avons une suspension de... Je rappelle que vous êtes vice-président du conseil départemental du Val d'Oise. Oui, Et en charge de du l'économie. développement Ouais. économique, de l'attractivité du territoire. Donc, mon rôle est de faire venir des entreprises en Val d'Oise ou de faciliter l'exportation des entreprises valdoisiennes. Donc, nous avons 3 secteurs économiques forts en Val d'Oise: la sous-traitance automobile, à un très haut niveau technologique, la sous-traitance aéronautique et la cosmétique. La cosmétique, ça se porte bien et ça continuera, je pense, à bien se porter. Mais l'aéroportuaire est complètement suspendu parce que ce n'est pas une épidémie, une pandémie nationale, c'est une pandémie universelle, comme le nom veut bien le traduire. Le trafic international n'a pas repris. Nous avons là donc des emplois qui se perdent. ADP a annoncé la suppression de 700 emplois. Air France, alors n'en parlons pas, Air France, nous allons atteindre, ça ne va pas se faire sur les mois qui viennent, mais ça va s'étaler aussi sur 21. Air France, c'est presque 6500 emplois. Hop, c'est 1080 emplois, donc on atteint les 7500 emplois sur Air France. Bon. Sans compter ADP. Sans compter ADP. Bon, il y en avait 41 000 à Air France, certainement un peu beaucoup d'ailleurs. Un peu beaucoup, on connaît bien les contraintes qu'on va qualifier de psycho-syndicales de cette grande compagnie. Bon, donc l'aéroportuaire est suspendu. Des emplois sont supprimés. Sont-ils convertibles facilement? Pas. C'est pas évident. L'aéronautique enregistre des conséquences. Donc la baisse des carnets de commandes, le report d'un certain nombre de commandes, l'annulation de commandes, chez Airbus notamment, conduit donc les entreprises de la sous-traitance aéronautique valdoisienne. Il y en a 124 qui sont à un niveau technologique vraiment remarquable. Certaines sont même en monoproduit, d'autres sont en diversification, mais toujours tournées vers l'aéronautique. Leur commande diminue. Si la commande aéronautique baisse de 50%, la sous-traitance baisse de 50%. Et là va se poser le problème de la reconversion de ces emplois de haut niveau, techniciens, et par là un chômage qui va être extrêmement difficile à résorber. Donc ça, on attend effectivement l'évolution au fil des semaines. On s'attend à des grosses difficultés d'ici la fin de l'année, en fait. Pour nos auditeurs, ils ne le savent pas toujours. En Val d'Oise, nous avons vraiment 3 grandes compagnies de l'aéronautique, Dassault, puisque une grande partie des Rafales sont assemblées en Val d'Oise. Nous avons Airbus Hélicoptère, nous avons Dassault Falcon Service, bien sûr, là, sur l'aviation d'affaires, Safran, et là, nous sommes vraiment dans une inquiétude appuyée. Alors revenons un petit peu justement, toujours dans le fil de cette situation économique, Philippe Sueur. La semaine dernière, vous avez rencontré donc le nouveau secrétaire d'État, Joël Giraud, au tourisme. Oui, non, alors Joël Giraud n'est pas le secrétaire d'État au tourisme. Le secrétaire d'État au tourisme de plein exercice maintenant, c'est Jean-Baptiste Lemoyne. Jean-Baptiste est un ami de longue date, et il est désormais, il avait les affaires européennes et le tourisme, maintenant, il faut un ministre du tourisme en France. Il faut un ministre du tourisme. C'est tellement important, par la diversification des activités touristiques et économiques, que c'est un sujet qui est vraiment national. Donc Joël Giraud, en revanche, est le premier secrétaire d'État à la ruralité. On n'a jamais eu en France un ministre de la ruralité. On a des ministres de la ville, depuis longtemps, une politique de la ville. Je pense que nos campagnes, ce qu'on appelle le rural, c'est pas forcément l'agriculture. Quand on dit le rural, c'est ce qui n'est pas dans la ville, mais qui est éloigné même du périurbain. Les problèmes des petites communes, le problème des petites centralités est aujourd'hui en train de se jouer. Et donc il fallait, je crois que c'est bien, d'avoir inventé ce ministère. Joël Giraud est un député, était un député, puisque en tant que ministre, il ne peut plus l'être, des Hautes-Alpes. C'est un homme avec un fort tempérament, une parfaite connaissance de la vie communale et des petites communes, des contraintes. Et sans doute devrons-nous aller vers plus de différenciation.
Parce qu'aujourd'hui, la règle, la loi, par principe, est générale et universelle. On voulait tout uniformiser. Et Finalement, on se rend non, compte que il c'est faut pas possible. Il ne faut pas. Il ne faut pas. La désertification des campagnes et parfois, pas en termes nécessairement de population, mais de vie économique, de vie artisanale, de commerce. On connaît toutes ces questions. La désertification postale. Bon. Donc là, on réinvente des services, la désertification médicale, toutes ces questions, la question des transports, la question de la scolarisation, toutes ces questions de leur économie, de l'aide en quelque sorte à l'innovation dans tous ces secteurs. C'est le rôle de ce ministre. Je l'ai rencontré parce que le tourisme fait partie de l'économie de beaucoup de communes. Je préside l'association nationale des élus des territoires touristiques. La moyenne, et pourtant on a des gros adhérents, Marseille, Cannes, Toulouse, qui sont aussi des communes à niveau touristique, modifient, mais c'est nos communes touristiques de base, qui ont le label de tourisme, c'est 1500. La moyenne chez nous, c'est 2006, mais ce sont des petites communes. Et ils ont plus de frais de fonctionnement qu'une commune ordinaire. Parce que en saison, hiver, pour les communes de montagne qui parfois s'en tirent mieux, mais en été, pour les communes saisonnières, littorales ou campagnardes, les frais sont énormes. Et donc, quels sont les problèmes de ces villes qu'on appelle des territoires ruraux? Quels sont les problèmes que vous avez soulignés, sur lesquels il faut prendre garde? Redonner le sentiment à ceux qui vont venir, ils passent s'y détendre, s'y reposer. D'abord, les services, ils ont besoin de services médicaux, ne serait-ce que cela. Il ne faut pas que l'hôpital le plus proche soit à 80 km ou à 70 km. C'est des questions, la fermeture des hôpitaux dans les provinces ont posé cette question. Donc une sécurité sanitaire, une sécurité tout court, des services tout simplement d'animation, et le tout dans un esprit de développement durable. D'ailleurs, c'est peut-être à cause du développement durable que beaucoup de ces petites communes sont plus inventives que les autres. Je voudrais les saluer au passage. Est-ce que pour vous, cette discussion avec donc Joël Giraud, le nouveau secrétaire à la ruralité, est-ce que ça va amener des mesures particulières? Comment va-t-il faire pour... Oui, par exemple, je vous donne... dans nos discussions, j'avais un rendez-vous qui devait durer 3/4 d'heure, on est resté 1h30 ensemble. Bon, il a une idée que je trouve, s'il arrive à la concrétiser, une idée de soutien à l'engineering. Les communes n'ont pas suffisamment de services. L'État, vous le savez, jusque 2015, assurait ce qu'on appelle le soutien à l'urbanisme et à la maîtrise d'œuvre en matière de voirie. Bon, maintenant, c'est fini, c'est les départements, c'est les associations de maires. Bon. Néanmoins, quand il faut réinventer, quand il faut réorganiser, on fait appel à des bureaux d'études, la plupart du temps. Les communes qui ont les moyens se les payent, les petites communes ne peuvent pas se les payer. Eh bien, il a l'idée d'inventer un service de type service civique, ou service volontaire européen pour ceux qui quittaient la France, mais service donc civique, pour des jeunes diplômés qui ne vont pas trouver, des jeunes ingénieurs. Parce que là, à la sortie, dans 21, les promotions, c'est pas évident. C'est pas évident pour eux. Donc, leur de trouver un emploi. D'aller, effectivement, rémunéré par l'État, sans doute très modestement comme un service civique, mais en même temps de l'engagement, il y a une sorte de participation à l'intérêt général. Voilà l'une des idées. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Philippe Sueur. Je vous propose une petite respiration musicale et on revient dans quelques secondes. Du coup, je vais vous passer la parole à Guillaume Bacon parce qu'on va rebondir sur ce qu'il vient de dire, et notamment la ruralité, puisque vous disiez, après on va parler du numérique, oui. On va parler des citadins, ce que vous me disiez, que beaucoup de citadins finalement cherchent à aller vers plus de... Voilà, et comme ça va vous... Puis après, on reviendra et on parlera donc du numérique. Après, je te repasserai la parole. Je vous repasserai la parole pour parler du numérique et de
Justement, on parle du manque de services, la disparition, la poste. Euh, Est-ce que le numérique, est-ce qu'ils envisagent, je te poserai la question après, est-ce qu'ils envisagent avec le numérique de suppléer à toutes les disparitions de services publics? Est-ce que c'est dans les mairies, justement, ils ne peuvent pas installer des postes pour aider les gens à... Tout ça, ça se projette en ce Et moment. déjà, oui, c'est déjà en cours, ça. Pas toujours. En Pas partie, toujours, oui. pas Pas toujours. toujours. Les commerces de proximité. Ouais, parce Les qu'il bars faut tabac qui font des les bars tabac, maintenant, on a de plus en plus. Philippe, 1 minute 30. Hein, là, on raccourcit les pauses. Hein, là, c'est juste une respiration. Hein. Respirons. Ouais. C'est qui Ça, le- c'est Justin Bieber. Donc, aussi, Ça s'appelle comment? C'est aléatoire, la musique. Non, c'est moi qui... Attention, C'est un non. random. C'est moi qui... C'est vous qui programmez. Mon meilleur attention, enfant. intention. Je lui prépare tout, en fait. Ouais, Je prépare un elle dossier lâche avec tout, le... Elle Elle prépare fait tout, la quoi. coupe du midi et tout. Hein. C'est bien. Bientôt au chômage. Elle goûte aussi, même. En fait, quand j'ai le temps, je Ouais, prépare un ouais. dossier du jour avec toutes les musiques. Ah, c'est un métier? Attention. Aujourd'hui, nous parlons au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Eh bien, nous parlons économie, immobilier, prêt immobilier, solutions interactives numériques et bien sûr tous ces sujets avec donc Franck Baruc, président d'Aratis, Philippe Sueur, maire d'Anguin-les-Bains et Guillaume Vacon, directeur général du réseau des 35 agences Crédissimo. Alors, Guillaume Vacon, on parlait avec Philippe Sueur de la ruralité et des soucis. Ouais. Est-ce que vous, au niveau des personnes du public qui vient vous voir pour obtenir un crédit, est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes? Est-ce que c'est vrai que les citadins veulent partir plus loin finalement et recherchent terrain, balcon, jardin, je ne sais pas? Alors effectivement c'est vrai, ils ne recherchent pas que du terrain de balcon, ils cherchent aussi à proximité des grandes maisons ou des grands appartements. Après du fait du prix immobilier, souvent les gens s'éloignent un petit peu. Alors, c'est vrai en Ile-de-France, c'est vrai en province, on ressent dans toutes les agences qu'on essaie essentiellement en région parisienne, mais aussi en province. Et on le voit aussi dans les prix immobiliers. Alors, comment ça se traduit? Les prix immobiliers de Paris, les chiffres au deuxième semestre ont augmenté de 8%, mais on voit que de plus en plus, la petite couronne et la grande couronne, en fait, la tendance, en fait, ça se rapproche qu'en petite couronne, on est autour de 7%, et en grande couronne à 5%. Si ça continue comme ça, il y a des projections en 2021, et normalement, les prix de l'immobilier devraient plus augmenter, en fait, en grande couronne qu'à Paris. C'est vrai que les gens se décalent de plus en plus. Ils recherchent le verre, cherchent un balcon, et c'est vrai que voilà, le Covid fait que les gens ont envie de vivre différemment et ils ont marre de leur petit appartement, je pense. Donc en fait, ce que vous en dites là en même temps, c'est que, bon d'accord, vous confirmez qu'il y a bien une demande supplémentaire de respirer justement, Ouais. donc de s'éloigner des grosses villes, et vous prévoyez, vous, une baisse du prix de l'immobilier des grandes métropoles pour, au contraire, que donc à Paris, hein, plus exactement, et en région parisienne, par contre, la Grande Couronne va bénéficier pour vous une augmentation l'année prochaine. Là, on commence à le voir parce que ça se rapproche des prix en fait. La hausse à Saint-Leu, je crois que c'était 30% en Val d'Oise. Donc, c'est- 30% au d'augmentation, deuxième semestre c'est la en moyenne, 2019. Ah, Saint-Leu, hein. Ouais, vu que c'est la ville de 5-6. Saint-Leu. Donc vous voyez, c'est vrai qu'il y a vraiment ça bouge de partout. Dans le 77, c'est pareil. Et on le voit aussi depuis quelques années. Hein. C'est pas nouveau, mais ça s'accélère. Vous voyez l'Oise qui est pas loin. Vous parlez de Roissy tout à l'heure. Tous les gens qui connaissent Roissy, les 3/4 habitent dans le petit village aux alentours. Et c'est vrai qu'on voit que ça se développe de plus en plus en fait. Alors, si on veut obtenir un prêt en ce moment, est-ce que c'est facile, Guillaume Bacon? Alors, on peut obtenir les prêts, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, pas d'aujourd'hui. C'est vrai que ça fait quelques temps que c'est un peu plus compliqué, parce que on a eu la crise sanitaire, on ne va pas rabâcher ça, mais on a eu aussi une mesure en décembre 2019 qui a fait que le prêt immobilier s'est un petit peu durci. C'est le Haut Conseil à la stabilité financière, donc, sous la houlette de Bruno Le Maire, qui a également cadré un peu plus le prêt immobilier en disant aux banques de plus dépasser les 33% taux d'endettement. Parce que 33%, voilà, on pouvait aller à 35, 36. Aujourd'hui, les banques sont freinées à ça. Et également, en fait, sur la durée, on s'arrête sur du 25 ans. Avant, on faisait du 30 ans. Donc, c'est vrai que depuis déjà décembre 2019, pas mal de dossiers, des primo-accédants. On ne peut plus demander de crédit sur 30 ans? C'est fini. Donc, les primo-accédants ou les investisseurs qui, vous avez un bon reste à vie, vous gagnez 6 000, 7 000 euros et vous voulez être à 40% taux d'endettement,
et ça ne génère rien. Aujourd'hui, c'est des dossiers qui sont bloqués en banque. Ils sont refusés, Voilà. carrément. Alors, il y a quand même de la marge, et en tant que courtier, on le sait, parce que les banques ont quand même dans leur total de prêt, ils peuvent dépasser 15%. Donc, il y a 15% de leur dossier qui peut ne pas correspondre à cette norme-là. La seule chose, c'est qu'on a eu ça en décembre 2009, qui n'est pas forcément une mauvaise mesure, ça permettait que le prêt immobilier, que ça ne s'emballe pas en fait. Par contre, on a derrière le Covid qui est arrivé, la crise sanitaire, et du coup, en fait, les banques, en plus de cela, ont peur pour prêter, parce que, comme vous parliez tout à l'heure, en fait, c'est que les banques ne savent pas la situation économique en 2021, ils ont peur du chômage, ils ont peur des emplois, comment ça va se passer. Du coup, ils durcissent les critères d'acceptation. Et c'est vrai qu'on reçoit en ce moment, on n'a jamais autant de refus de prêts qu'auparavant. Alors après, les refus de prêts, on est à 10%, donc c'est pas la fin du monde. Mais il y a un an, c'était à peine 3%. Donc vous voyez, c'est vrai que le marché s'est durci, mais on a toujours des solutions. On est là aussi parce que l'avantage en tant que courtier en prêt immobilier, c'est qu'on a une panel de banques et on sait qu'ils travaillent par rapport aussi à la typologie client ou adresser le dossier. Je reviens sur ce que vous venez de dire, c'est très important. Donc actuellement, on a 10% de refus des banques dans les prêts, contre 3% auparavant. Donc quel est le... Enfin, donc je rappelle que vous dirigez Crédissimo, c'est donc une agence, des agences en France de crédit, mais pas que, on y reviendra tout à l'heure, de crédit immobilier, enfin, en tout cas d'aide à la demande de crédit immobilier. Est-ce que donc, est-ce que les banques ont moins d'argent? Pourquoi? Est-ce qu'elles demandent d'avoir plus de capital pour investir? Puisqu'avant, on pouvait presque prendre 100% de son prêt, de sa demande de prêt, en fait, en emprunt. Là, maintenant, on peut plus. Comment ça se passe? Les banques ont aussi moins d'argent. En fait, alors, là, c'est plus vraiment qu'est-ce que pendant le Covid, les Français ont bien épargné. Donc, ils ont mis un petit peu ils ont mis d'épargne et des banques, ça leur a fait du bien. Mais les banques, en fait, il y a une réglementation. Alors, ça s'appelle BAL 3. Où les banques ne veulent pas prêter indéfiniment. Il faut avoir 80% en fonds propres pour prêter 100. Alors, BAL 3 est en train d'être assoupli. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc ça va permettre aux banques de se détendre un petit peu. Après, il faut que les banques derrière jouent le jeu. Alors, ils joueront le jeu, mais voilà, c'est le temps que la machine mette en place, ça prend un petit peu de temps. Après, sur les dossiers, il faut un peu plus d'apport. C'est vrai qu'avant, on faisait beaucoup de dossiers sans apport. On en fait toujours. Par contre, les banques vont regarder sur le reste à vie, ils vont regarder la tenue de compte. Voilà, ils vont faire un gros tri. Donc ils épluchent tout. Ils épluchent tout. Voilà. En fait, c'est pour ça que notre intérêt à nous, comme vous disiez tout à l'heure, on est des facilitateurs pour le crédit. On va être là pour justement aider les clients à avoir les meilleures conditions possibles et bien orienter le dossier. Alors, donc Guillaume Vacon, vous faites du crédit immobilier, on vient d'en parler. Oui. Quels sont les taux de prêt en ce moment? Alors après, le taux, c'est qu'on pose souvent la question, donc ça me fait toujours sourire, parce qu'en fait, un taux, c'est par rapport au dossier, comme je vous l'évoquais. Et aujourd'hui, les taux sur une durée, je sais pas, par exemple, sur du 25 ans, on peut avoir du 1,20 sur un très très bon profil, à 1,90 sur un profil moyen. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a un gros écart par rapport au taux, parce qu'on revient à quelque chose qu'on ne faisait plus avant, c'est que les banques avant sortaient tous les dossiers à des taux très très bas. Aujourd'hui, c'est vraiment la qualité du dossier qui prime. Donc c'est pour ça que si je peux donner un conseil aux acquéreurs, c'est de vraiment faire attention, donc de préparer son projet en mettant de l'argent de côté, en ayant une bonne gestion de compte. Voilà. Et plus le dossier est propre, plus ça permettra d'avoir un taux bas en fait. Alors quand vous dites mettre de l'argent de côté avant d'investir, combien faut-il en pourcentage de l'emprunt qu'on veut faire? Je vais vous dire, idéalement c'est les frais annexes, donc ce sont les frais de notaire, les frais de garantie. On est autour de 10% en fait, idéalement. Idéalement, voilà. Pas plus. Pas plus, c'est déjà bien 10%. C'est déjà bien. Donc 10% de son projet d'achat immobilier, il faut le mettre de côté et pas demander à la banque d'investir là-dessus. Après, on fait quand même du sans apport, comme je disais, ou un peu moins, mais c'est vrai que sur les dossiers, il faut vraiment qu'ils soient Philippe Sueur. Non, c'est très intéressant ce qui vient d'être exposé. La banque aujourd'hui, vous avez évoqué BAL 3, bien sûr, il y a la contrainte réglementaire, mais au regard des taux, la rémunération, ce qu'on appelle le taux d'intermédiation, est négatif. Il est négatif. La banque ne gagne pas d'argent en prêtant de l'argent, même à 1,80. Quand vous regardez le coût du risque avec tous les critères qui vont faire le coût du risque, la banque, ce qu'elle cherche, c'est avoir un client et à le fidéliser. Et elle va gagner de l'argent sur tous les services qu'elle va lui proposer, voire quasiment lui imposer. Voilà. Et c'est le jeu des commissions qui va conduire la banque, effectivement,
à avoir un produit net bancaire qui lui permet d'exister et en ce moment d'exister quand même plutôt bien. Merci Philippe Sueur. Alors c'est vrai que vous avez été le président de la Caisse d'épargne Île-de-France, donc vous connaissez un petit peu la musique. 20 ans de président. Alors on va poser la question en tant que chef d'entreprise donc à Franck Baruc. Est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez eu des soucis, au contraire, des propositions de banque auxquelles vous n'avez pas demandé parce que vous n'aviez pas besoin? Comment ça se passe pour avoir de l'argent en tant qu'entrepreneur? Alors, tout à fait. On peut en fin de compte reprendre depuis le début, donc Aratis qui a 10 ans maintenant, on a fêté nos 10 ans il y a 2-3 mois. Depuis le début, je pourrais dire qu'on a été accompagné de façon tout à fait élogieuse par les banques. Je peux parler du début, c'est donc il y a 10 ans, la BPI nous a suivis et nous a permis de démarrer. Je pense que sans l'apport de la BPI, qui avait été un petit prêt de mémoire de 130 000 euros, qui avait été remboursé en 3-4 ans, c'est ce qui nous a permis, moi en tout cas personnellement, parce que j'ai démarré seul, ça m'a permis de... Donc vous avez monté un projet que vous avez présenté à la BPI. Oui. Vous vous êtes fait aider. J'ai d'abord trouvé un client, donc d'ailleurs j'étais sous-traitant pour le conseil départemental du Val d'Oise. J'ai ensuite présenté ça à la BPI, qui me connaissait déjà par ailleurs quand j'avais eu la chance de diriger des petites structures. Et la BPI a rapidement réagi à des taux relativement appétants et ça nous a permis de démarrer. Et c'est ce qui a d'ailleurs permis d'embaucher rapidement, puisque le projet étant profitable, ça nous a permis de créer. D'ailleurs, ça m'a aussi permis d'acheter des locaux à Saint-Olomone. Et donc, dès le début, la relation était plutôt bonne. Si je fais ensuite un saut de 10 ans il y a quelques mois, au contraire, nous avons 3 banques. C'est plutôt les banques elles-mêmes, les 3, qui sont venues vers moi pour me proposer le PGE. Comme on n'avait pas de besoin de trésorerie, on n'en a pris qu'une. Donc, on a refusé les 2 autres. On n'a pris qu'un tiers de ce qui pouvait nous être accordé. Et donc, pareil, le dossier, ça nous a pris quelques heures. Et on peut dire qu'on a eu très facilement un prêt qui, pour l'instant, est mis au frigo, comme on dit, dans la mesure où on ne sait pas exactement de quoi est fait 2021. Bien sûr. Mais donc, en tout cas, ce qu'on peut dire en vous écoutant, c'est que donc les banques au niveau du PGE ont bien joué le jeu. Là, elles sont tout de suite venues vers vous sans que vous ayez à demander. Tout à fait. Ça, c'est quand même plutôt bien. Oui. Et donc, vous avez, après, vous avez fait ce que, en tant que chef d'entreprise, vous avez jugé utile, bien sûr. Merci pour ce commentaire. Alors, revenons avec vous, Guillaume Vacon. Crédit Simo, qu'est-ce que vous proposez hormis les demandes de prêt? Alors, on fait pas mal de choses, toujours liées à l'immobilier. Donc, on parlait tout à l'heure des prêts immobiliers pour les particuliers. On fait également pour les entrepreneurs. Donc, on accompagne aussi les entrepreneurs pour le PGE, en fait. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes à ce sujet. Nous faisons également, en fait, du regroupement de crédit. Malheureusement, c'est un peu plus à la mode aujourd'hui. Donc, les personnes qui ont des difficultés de paiement ou des prêts conso, on est là pour acheter en fait l'ensemble et rallonger au niveau de la durée. Donc là, si on a un problème, il ne faut pas hésiter à venir vous voir. Alors voilà, après c'est effectivement... Ou bien est-ce que c'est les banques qui orientent le client vers vous? Comment ça se passe? Alors, ça peut paraître surprenant, il y a beaucoup de banques qui envoient leurs propres clients, parce que c'est vrai qu'ils n'arrivent pas forcément après derrière, quand le client est trop surendetté, quand il y a trop de prêts conso, on ne peut plus faire grand chose devant les banques classiques. Du coup, travailler avec d'autres banques qui nous permet en fait de nettoyer, d'assainir la situation en fait, pour allonger la durée du prêt et baisser les mensualités. Donc ça également, on le fait. Et nous faisons également de l'assurance emprunteur, donc toujours lié au prêt immobilier, concernant les délégations d'assurance pour l'assurance décès, capacité et invalidité. Donc quand on fait, en fait, qu'est-ce qu'on a intérêt à faire quand on veut prendre un crédit? On a intérêt à dissocier l'assurance de son prêt? Comment ça se passe? Tout dépend de l'assurance, tout dépend de la banque. Normalement, on peut changer d'assurance facilement. Après, c'est vrai que les banques font des bonnes conditions au niveau du taux. Du coup, voilà, des fois, on part avec leur assurance directement. Ça dépend vraiment de la proposition qu'on a derrière. Et ça dépend aussi si on a des pathologies ou pas. Par exemple, un client qui a des problèmes de santé, on va lui mettre obligatoirement une délégation d'assurance que l'assurance banque ne suivra pas. Par rapport à un certain âge également, on va mettre une délégation d'assurance. Tout dépend du profil, parce qu'il y a des assurances banques qui sont très bien positionnées, et du coup, on laissera l'assurance banque. Alors, comment vous voyez l'avenir pour vous développer? Vous faites des salons prochainement? Alors, on fait pas mal de salons, et on se développe aussi à l'étranger, donc on peut aussi en discuter. Aujourd'hui, le 4 et le 7, on descend la franchise, parce que Crédit Simo
par rapport à notre réseau donc de 35 agences, on a 160 mandataires. C'est un réseau mixte, donc une partie des agences c'est en nom propre et l'autre partie c'est en franchise. Et nous nous développons de plus en plus en province. Là nous avons ouvert en mois de septembre à Nice, Antibes hier, donc aussi dans le sud de la France où on n'était pas présent aujourd'hui. Et c'est vrai que le salon pour la franchise va nous permettre encore d'accentuer la croissance. Donc, voilà, donc on est plutôt en train de se développer malgré tout ce qu'on entend. On est une entreprise, une PME, mais on continue et tous nos projets sont encore d'actualité. En plus de ça, le 7 et 8, on fait le Salon du Crédit. 7 et donc 8 sur octobre Paris. Voilà, 7 et 8 octobre, excusez-moi. On fait aussi le Salon de Paris pour recruter des mandataires et également des franchisés. Donc on continue en fait le Alors, quelle est la différence entre un mandataire et un franchisé? Expliquez-nous. Alors, pardon. Donc, le mandataire, c'est un commercial, donc un courtier en prêt immobilier qui sera recruté pour une agence, comme je vous disais. Donc pour une agence Crédissimo, bien sûr. Crédissimo. Et un franchisé, il ouvre son point de vente en fait, sous l'ancienne Crédissimo, où il bénéficie de la marque, de la notoriété, des protocoles bancaires, de savoir-faire, qui permet de travailler en fait. Oui, mais je veux dire, après, au niveau de la gestion, le mandataire, Le mandataire est rattaché au franchisé dans une agence. Où il peut, où il a son bureau, il peut se déplacer, où il travaille. Donc en ce moment, vous recherchez des mandataires pour ouvrir de nouvelles implantations en France, c'est ça? On recherche dans toute la France. Combien de mandataires Alors, recherchez-vous? c'est des besoins par rapport aux agences. L'essentiel de nos besoins aujourd'hui sont en région parisienne. C'est que dans le Val d'Oise, on est issu du Val d'Oise, donc c'est notre fief. On a 5 agences, donc on recrute actuellement 4 mandataires. Voilà, des postes à pourvoir. Si vous êtes en recherche, si vous vous posez des questions sur le métier que vous faites actuellement, Voilà. eh bien, contactez donc Guillaume Vacon à Crédissimo. Et voilà, n'hésitez pas. Alors, on peut vous contacter comment? Par LinkedIn, par exemple? Par LinkedIn, c'est très bien, sur Facebook. À Facebook aussi pour vous? Vous aimez bien? On communique sur WhatsApp, on communique partout. Donc maintenant, je suis joignable, donc il ne faut pas hésiter. Il y a les mails, il y a pas mal de choses. On tape mon nom, on retrouve. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un âge limite? Parce que j'imagine que vous ne prenez pas forcément des débutants dans ce métier-là. Oui, non, ce que je disais tout à l'heure, en fait, on recrute, on recherche vraiment des gens qui ont un profil commercial. Ça, c'est vraiment la première chose. Après, tout ce qui est formation, c'est nous qui le faisons. Parce que la formation chez nous, elle se passe en 3 temps. On a 150 heures de formation qu'on délivre. On fait aussi une semaine d'immersion au sein de nos agences. Et également au siège, on a des salles de formation. Donc, c'est-à-dire qu'une personne, avant qu'il soit opérationnel, c'est 2 à 3 mois. Donc, c'est un coût pour la structure. Donc, voilà, on s'occupe de tout ça. Donc, des gens motivés qui ont envie de travailler. Voilà, et après, on leur donne les outils pour qu'ils y arrivent. Parce qu'en fait, la réglementation change régulièrement. Donc, du coup, il faut souvent se mettre au niveau, j'imagine. On a de plus en plus de formations. Voilà, mais en effet, c'est comme ça. Puis c'est bien, parce que ça permet aussi de réglementer. Puis, plus une profession est réglementée, plus ça donne confiance aux consommateurs. Donc c'est vrai que le métier du courtage a été réglementé en 2012, et quand vous regardez le métier du courtage, il a explosé en 2012. Voilà, donc c'est vrai que ça faisait plus de 40 ans que ça vivotait, entre guillemets, alors ça vivotait bien. C'est vrai que maintenant, le courtage représente 30% de part de marché en France, et la projection à 5 ans, c'est 50%. Donc malgré tout ce qu'on entend, on recrute, on ouvre encore des points de vente, même si c'est plus dur pour obtenir les crédits. Mais c'est encore malheureusement plus dur pour un particulier d'obtenir en direct. En fait. Donc on parle en ce moment de courtage, bien sûr, en crédit immobilier. Il faut le préciser. Donc Guillaume Vacon, la concurrence est dure ou bien finalement il y a assez de place pour tout le monde? Alors il y a de la concurrence, heureusement, parce qu'on serait les seuls, ce serait inquiétant dans le marché. Alors après, ce qui est assez étonnant, c'est que tout métier, c'est qu'en fait chaque concurrent a son réseau, travaille avec des apporteurs d'affaires, à sa chaîne de parrainage, donc on est très rarement en concurrence avec un autre courtier. Nous, la première concurrence, c'est la banque du client. Parce que le client va solliciter la banque, il va venir nous rencontrer. Après, derrière, en fait, le client ne va pas avoir 15 courtiers. Alors, ça, il y a toujours, hein, mais c'est très très rare. Guillaume Vacon, quel développement à l'international envisagez-vous? Est-ce que c'est possible quand on est français et qu'on veut faire du courtage en prêt immobilier? Est-ce qu'on peut s'installer à l'étranger? Enfin, moi, je pars du principe que tout est possible. Donc, oui, c'est possible et on va le faire. C'est vrai que le marché du courtage, en fait, la réglementation a évolué. Vous avez en fait l'Europe qui a harmonisé en fait le métier, parce que dans beaucoup de pays européens, ça n'existait pas, notamment le Portugal. Donc le Portugal, le métier est réglementé depuis 1 an, et du coup, en fait, il se base un petit peu sur la réglementation française. Donc tout ce qu'on a connu ici, ça sera la même chose. Du coup, nous ouvrons au Portugal au mois de janvier sur Porto. Donc c'est la continuité de ce que l'on fait ici, parce qu'on est très sollicité, c'est par des retraités qui veulent acheter au Portugal, par des gens qui veulent acheter la résidence principale également. Donc du coup, ça nous permettra également d'ici
de financer en fait des biens au Portugal. Donc la première agence pour vous à l'étranger, ce sera Porto au Portugal. Alors Porto, et la première c'est même Agadir. Agadir, Au Maroc, Maroc, hein. parce que nous sommes en train de faire les travaux, nous ouvrons au mois d'octobre à Agadir. Voilà, dans quelques jours, vous ouvrez donc Voilà. une agence Alors, au Maroc. Toujours Pareil, ce sont des Français qui veulent investir là-bas. Alors c'est les Français, alors après le but également c'est de travailler le marché local. Je vous parlais des Français, les demandes qui ont fait que nous sommes allés là-bas. Après le but c'est de travailler la population locale. Le Maroc était très intéressant pour nous parce que ce sont des banques françaises pour la plupart qui sont au Maroc ou qui ont des capitaux français. Donc c'est vrai que le métier du courtage, en fait, même s'il n'est pas développé dans ce pays-là, voilà, tous les cadres bancaires connaissent le métier et du coup on n'a aucun souci pour s'implanter. Voilà. Et comment est la réglementation au Maroc par rapport à la France? Au Maroc, par contre, c'est un petit peu c'est le début. Donc le Portugal, comme je vous disais, c'est la même réglementation que chez nous. Au Maroc, aujourd'hui, le métier n'est pas réglementé. Après, le but, on va faire la même réglementation qu'on a aujourd'hui au Maroc et on va communiquer de cette façon-là, en fait, pour, comme je disais tout à l'heure, rassurer le Pour consommateur. rassurer. Voilà, pour quelque chose de transparent, en fait. Donc c'est plutôt intéressant. On a bien compris, Guillaume Vacon, que chez Credissimo, alors vous recherchez des mandataires, vous vous développez à l'étranger, à Voilà. Porto et à Agadir au Maroc. Donc même si je recherche des gens au Portugal au Maroc, pour s'implanter, on le fait. Et vous recherchez aussi des mandataires pour Bien- s'implanter à bien l'étranger, évidemment. pour vous accompagner à l'étranger. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a matière à trouver un emploi avec Credissimo. Alors bien sûr, quand on est mandataire, on n'est pas salarié, hein, c'est bien ça? Voilà, ce que j'ai cité tout à l'heure, bon, c'est un statut d'indépendant, en fait. Alors ça permet en fait de gagner d'autant plus. On gagne par rapport à ce que l'on fait et la rémunération peut être sympa. Merci beaucoup. Et puis, si on veut vous retrouver, eh bien, sur les réseaux, vous l'avez dit, ou alors au salon, les 2 salons que vous faites, de la franchise et du crédit, C'est ça, début voilà. octobre. Merci beaucoup, Guillaume Vacon. Alors, on va changer de sujet, enfin, on va repartir sur le sujet que Philippe Sueur a évoqué. C'est la compensation de la désertification des services publics par le numérique. Et justement, vous, Franck Baruch, c'est votre métier. Alors, vous êtes spécialisé dans l'éducation, puisque vous mettez en place des techniques numériques. Expliquez-nous un petit peu l'entreprise que vous avez développée il y a 10 ans. Alors, aujourd'hui, l'offre, après 10 années d'existence, elle permet de simuler et d'équiper des salles, que ce soit des salles de réunion, des salles de coworking, des salles de classe, des amphithéâtres, en équipement numérique clé en main. Ça veut dire qu'à travers 3 pôles, l'audiovisuel, des solutions interactives, des solutions de collaboration, des solutions participatives, à travers un deuxième pôle qui est l'informatique mobile et un troisième qui est le mobilier innovant, on arrive à simuler, et selon le projet de l'établissement, qu'il soit scolaire ou qu'il soit industriel, on va pouvoir créer clé en main une salle et pour un usage optimal. Donc on va un petit peu changer par rapport aux salles de classe, par exemple, si on parle de ça, aux salles de classe qu'on appelait autobus, c'est-à-dire les salles de classe traditionnelles. C'est vrai que vous avez commencé par les salles de classe au départ. On a commencé par les salles de collège, même du Val d'Oise, et puis on peut dire C'est ce aujourd'hui... qu'on appelle le tableau numérique, c'est ça que vous avez mis au départ, non? Oui, dans ces 3 composantes que je viens d'énumérer, notamment la partie audiovisuelle, on a commencé essentiellement par la partie audiovisuelle. Et c'est seulement aujourd'hui, au bout de 7 ans, qu'on a réussi à faire converger ces 3 pôles-là, audiovisuel, informatique mobile et mobilier innovant, qu'on appelle aussi mobilier 3.0, pour créer une offre globale. Mais à l'origine, on a démarré donc avec le département, puis avec les écoles et les lycées, les CFA et les grandes universités, par uniquement de la solution audiovisuelle. Donc notamment des tableaux interactifs, on a dû en équiper plus de 1000 dans le Val d'Oise en 2010, 2011, 2012. Et puis aujourd'hui, on est environ à plus de 4000 salles dans l'ensemble de l'Île-de-France essentiellement. Oui, vous êtes un des leaders dans ce domaine, on peut On dire. est quelques-uns. Alors on se distingue par plusieurs éléments. D'une part, on a la volonté d'intégrer l'ensemble des compétences, ce qui fait qu'on ressemble aujourd'hui plus à une industrie qu'à un simple installateur, puisqu'on intègre aussi bien des ingénieurs réseau, des installateurs audiovisuels, des monteurs mobiliers, évidemment des gens en logistique, donc ça c'est une différence. Là, c'est tous les métiers qui sont dans votre, Oui. de vos salariés. C'est la difficulté, ça a été la difficulté principale justement d'arriver. On peut dire aujourd'hui qu'on est à une certaine maturité depuis environ 2 ans, parce qu'aujourd'hui on intègre enfin l'ensemble de la chaîne de valeur sans quasiment rien sous-traiter en dehors de la formation. Deuxième élément qu'on met en avant chez Arati, c'est tout ce qui est innovation en termes de produits.
pour se distinguer un peu de la concurrence et justement répondre à un besoin de nos clients, l'idée c'est de proposer des produits, soit qu'on conçoit, donc on bénéficie d'un crédit impôt recherche, ou alors qu'on développe mais qu'on ne produit pas, qu'on fait sous-traiter. Oui, vous achetez tous les composants comme tout le monde Ou à alors, l'étranger ou en même, France, peu on peut importe. même créer un cahier des charges et ensuite faire faire un chariot multimédia par un sous-traitant. Ah, on peut vous demander un matériel spécifique à la limite Aujourd'hui, et non. vous faire Aujourd'hui, un on n'est pas non. dans cette démarche, on est dans une démarche d'analyse du marché, et ensuite définir le cahier des charges pour proposer au marché ces produits-là. Donc c'est l'élément second élément essentiel dans Charatis, c'est proposer des produits qui sont toujours un petit peu innovants, et ça aussi bien dans la partie mobilier 3.0, sur lequel on s'est positionné il y a 3 ans, sur la partie audiovisuelle sur laquelle on s'est posé initialement, donc il y a 10 ans, et la partie mobile informatique. Et à chaque fois, l'idée c'est de pouvoir justement détecter des besoins dans les usages. Par exemple, une salle de coworking va avoir besoin de mobilier qui va pouvoir s'adapter, être flexible. On va pouvoir modifier une salle de 3 personnes à 10 personnes en quelques secondes. On va simplifier l'usage de l'audiovisuel et on va surtout simplifier la dynamique qu'il y a dans une réunion, par exemple. Donc ça, c'est le schéma. Alors, donnez-nous un autre exemple concret de mobilier innovant. Qu'est-ce que c'est le mobilier innovant? Alors, le mobilier innovant, il repose sur, je dirais, deux aspects, modulable et flexible. Modulable, ça veut dire qu'on est de moins en moins dans des salles de réunion qui sont figées. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, la salle de réunion peut comporter 3 personnes, 10 personnes, et on veut pouvoir adapter, configurer, et ce de façon quasiment instantanée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mobilier innovant. En plus de ça, évidemment, on veut optimiser l'agencement et la place. Donc on a du mobilier qui se déplace en hauteur, qui s'empile, qui se plie, et qui va s'agencer de façon optimale en termes d'ergonomie. Ensuite, ça, c'est les demandes des clients, en fait. Ah oui, totalement. Du mobilier qui s'empile, qui se plie pour devenir petite salle ou grande salle. Tout à fait. Et on voit ça même dans l'éducation, où on a des salles, par exemple, dans les médiathèques, dans les amphithéâtres, ou bien dans les petites salles de cours. On veut créer des petits îlots. Et ces îlots-là, on veut pouvoir les modifier d'une salle de classe à une autre, ou d'un moment à un autre. On va pouvoir configurer ça à la demande. Et dernier point, on commence à parler de mobilier 3.0 quand il s'interface le mieux possible avec la partie informatique et audiovisuelle. L'idée, c'est rare qu'on fasse une réunion aujourd'hui sans qu'il y ait une diffusion, sans qu'il y ait une tablette qui va diffuser sur un écran, sans que le présentateur ou le professeur interagissent entre les participants, les élèves et sa projection. Et il faut que le mobilier soit le plus adapté à ça. Donc ça veut dire que le mobilier doit permettre de recharger les tablettes, permettre de diffuser, permettre d'intégrer du matériel dans le mobilier. Donc quand on intègre ces 3 composantes-là, on peut considérer qu'on a fait du mobilier 3.0, enfin du mobilier innovant. Et l'idée donc aujourd'hui, c'est de pouvoir intégrer cette offre-là comme une solution complète, sachant que nos clients ne choisissent pas forcément d'avoir l'ensemble de la solution, ils peuvent très bien n'avoir besoin que de la partie audiovisuelle, ou au contraire que la partie mobilier, parce qu'ils considèrent avoir déjà la partie audiovisuelle, et idem pour la partie informatique mobile. Alors, est-ce qu'actuellement, est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, est-ce que par exemple la vidéo prend plus de pas par rapport où avant on faisait que du son? Quelle est la demande? Alors, je suis pas sûr d'avoir, enfin, si je devais répondre à cette question-là, je dirais que tristement, on a bénéficié du Covid. Je donne quelques exemples. Actuellement, aujourd'hui, comme depuis à peu près un mois, nos équipes sont totalement surchargées parce qu'on est en train d'équiper des universités qui sont en train de modifier leurs salles pour faire des salles hybrides, c'est-à-dire des salles dans lesquelles on peut avoir à la fois du présentiel et des élèves qui travaillent à distance. Donc oui, jusqu'à aujourd'hui, la vidéoconférence, la visioconférence n'était pas un sujet essentiel chez nous. Et depuis les vacances, donc depuis juillet-août, nos équipes, une partie des équipes en tout cas d'installateurs, sont dédiées justement. Qu'à ça? Elles sont dédiées, on a peut-être plusieurs centaines, potentiellement plusieurs centaines de salles équipées entre l'université de Cergy-Pontoise, Marne-la-Vallée, Saint-Denis,